La femme que vous voyez ici, une mère, quelqu'un de travailleur, qui a cumulé plusieurs emplois pour joindre les deux bouts, est morte. Et l'homme prétendument responsable, s'il est coupable, pourrait être qualifié de véritable monstre. Kevin Monica. Les autorités affirment que cet homme a torturé cette femme pendant des heures dans sa maison près de Chicago, lors d'une attaque qui aurait été enregistrée. Et maintenant, nous apprenons que ce n'était pas la première fois que ce tueur présumé aurait blessé cette victime, rien que cette année. Nous suivons l'affaire présentée par Law and Crime. Je suis Chris Stewart. Salut à tous! Avant de commencer On the Case, nous pouvons vous présenter cette affaire grâce à notre partenaire Morgan & Morgan. C'est en partie pourquoi On the Case est l'une des meilleures émissions de True Crime sur YouTube. Morgan & Morgan est le plus grand cabinet d'avocats spécialisé dans les dommages corporels aux États-Unis depuis plus de 35 ans, pour une bonne raison. Ils se battent pour les gens et ils ont récupéré plus de 30 milliards de dollars pour leurs clients. La preuve, c'est dans leur bilan. Avec plus de 1000 avocats répartis dans 100 bureaux à travers tout le pays, Morgan & Morgan, c'est comme engager une armée pour aller se battre pour vous. Une équipe qui se battra avec acharnement pour obtenir à ses clients l'indemnisation qu'ils méritent. Tous les cabinets d'avocats ne se valent pas. Engager le mauvais cabinet peut vous faire perdre d'emblée. Si vous êtes blessé, consultez Morgan & Morgan, leurs honoraires sont gratuits, sauf en cas de victoire, pour en savoir plus. Rendez-vous sur forthepeopleincome.com/OTC en cliquant sur le lien ci-dessous ou en scannant le code QR à l'écran. Avant de commencer, je tiens à vous donner un avertissement important concernant cette histoire. Il est extrêmement difficile d'en parler. Et ce dont ce suspect est accusé est tout simplement horrible. Et il semble que ce ne soit que le dernier acte de violence présumé de ce suspect, mais celui-ci a coûté la vie à quelqu'un qui était vraiment aimé de tous. Maintenant, avant d'aborder les détails macabres de cette histoire, je voudrais parler de la victime. Elle s'appelait Catherine Torbic. Elle travaillait dans un centre de médecine esthétique près de Chicago. Ses collègues ont publié un hommage sur les réseaux sociaux après l'annonce de sa mort. En partie, ils disaient « Durant le court laps de temps où elle était avec nous, elle est devenue l'une des nôtres. Elle a apporté de la chaleur, de l'énergie et une véritable bienveillance à notre lieu de travail. Elle aimait faire partie de cette équipe et nous aimions l'avoir parmi nous. Elle a laissé une empreinte qui ne sera pas oubliée, aussi bien auprès des clients que de ses collègues. » C'est ce qu'ont écrit ses collègues sur Facebook. Et selon CBS Chicago, Catherine laisse derrière elle un fils de 12 ans. Ils disent aussi qu'elle cumulait plusieurs emplois pour joindre les deux bouts. Elle était aussi une survivante de violences conjugales, des violences conjugales présumées, commises par l'homme accusé de l'avoir tuée. Et cet homme était apparemment quelqu'un avec qui elle était en couple depuis environ 10 ans. Le 30 avril, revenons sur cette terrible journée à Schaumburg, dans l'Illinois, juste à l'extérieur de Chicago. Les autorités sont intervenues vers 21h20. C'était une vérification pour s'assurer du bien-être de Catherine Torbic, car la plan était inquiet de ne pas avoir de ses nouvelles. La police l'a trouvée en entrant chez elle. Au départ, la police a indiqué qu'il y avait des signes de traumatisme, mais la réalité présumée est bien pire que cela. À l'intérieur de la maison, ils ont également trouvé son meurtrier présumé, Kevin Modicki, âgé de 56 ans. La police dit avoir trouvé Modicki dans le garage. En couple depuis une décennie, ils se sont séparés le mois dernier, d'après CBS Chicago. La police affirme qu'au moment de cette terrible découverte, il y avait un mandat d'arrêt en cours contre Kevin Modicki pour violence conjugale aggravée. Et il était lié à ce qu'il aurait fait à Catherine Torbic il y a seulement quelques mois. Modicki l'aurait apparemment envoyé à l'hôpital en mars. Il y a évidemment des questions majeures sur la façon dont cela a pu arriver, alors que Motiquet était récemment connu des forces de l'ordre pour avoir prétendument été violent avec la victime, Catherine Torbic. Des documents judiciaires obtenus par des médias locaux révèlent que la police a trouvé Modicki avec un appareil d'enregistrement dans sa poche lors de son arrestation à la maison. Et ce qu'ils disent qui se trouve dessus, c'est le genre de choses qui entra même les enquêteurs les plus chevronnés pour toujours. Ils allèguent que Modicki n'a pas seulement tué Torbic, mais qu'il l'aurait aussi torturé et agressé sexuellement pendant environ 7 heures. CBS affirme qu'à un moment donné dans cet enregistrement, alors que l'horreur continue, on entend Modicki dire quelque chose comme « c'est l'heure de la fête ». Et ensuite, la torture aurait continué. Les forces de l'ordre affirment que l'enregistrement a commencé vers 2 heures du matin et s'est poursuivi jusqu'à environ 9h30 du matin. VGN rapporte que les 4 dernières minutes de cet enregistrement auraient capturé Torbic en train d'être étranglé à mort. Les procureurs disent aussi qu'on peut entendre Modicki. Avant de parler de ce qu'il a dit dans les terribles moments précédant la mort de Catherine Torbic, nous devons évoquer
son passé violent présumé. Oui, nous allons ouvrir. L'inauguration aura lieu à la fin janvier, début février. Restez à l'écoute pour la date exacte. Voici une vidéo que nous avons trouvée sur YouTube de Kevin Modicki en 2013 lors de l'inauguration d'un spa. Modicki a un frère qui serait apparemment chirurgien esthétique dans le sud de la Californie. En 2017, Kevin a aidé son frère à ouvrir un centre de médecine esthétique dans la région de Chicago qui s'appelait Modicki Med Spa. Voici maintenant Kevin sur Facebook en août 2021 invitant les gens à venir. Mais à cette époque, on voit aussi que les choses ne se passaient pas bien. Il s'agit d'un procès entre Kevin et son frère et associé, avec qui il est désormais brouillé. Catherine est en fait mentionnée dans ce procès, et celui-ci nous donne un aperçu de leur relation. Le frère de Kevin, chirurgien esthétique réputé, l'a accusé d'avoir détourné de l'argent du centre de médecine esthétique de la région de Chicago. Il a déclaré avoir découvert en novembre 2021 que Kevin gérait mal la comptabilité. Kevin aurait utilisé près d'un demi-million de dollars provenant de leur centre de médecine esthétique pour des dépenses personnelles. Maintenant, la plainte affirme que les frères avaient également élaboré un plan selon lequel ils allaient acheter des voitures chères et classiques, puis les revendre pour réaliser un profit. Et apparemment, la façon dont l'accord devait se dérouler, c'est que Kevin prendrait l'argent, achèterait la voiture, puis mettrait la voiture au nom de l'entreprise. Mais Kevin aurait mis les voitures à son nom. Kevin a été accusé d'avoir également utilisé la police d'assurance vie de son fils pour acheter une voiture à 110 000 dollars. Maintenant, le procès montre que lorsque le frère de Kevin l'a confronté, Kevin aurait menacé de tuer son frère. Son frère a obtenu une ordonnance de protection contre Kevin. Kevin a aussi été licencié de son poste de directeur de ce spa médical de Chicago, qui aurait fermé en 2022. C'est ici que Catherine est mentionnée dans le procès. Catherine aurait été présente lorsque Kevin a effectué l'un de ses achats de voitures douteux. Dans un cas, ils se sont rendus à Brownsville, au Texas, selon le procès, en février 2021 pour acheter une voiture à plus de 80 000 dollars. Ensuite, il est mentionné que Catherine a effectivement témoigné dans l'affaire, et elle a affirmé que Kevin avait acheté ces voitures coûteuses avec ce que Kevin appelait ses propres fonds et que les voitures étaient à son nom. Elle a dit que Kevin semblait frustré lorsque son frère ne lui envoyait pas d'argent. Le tribunal a statué en faveur du frère de Kevin, mais il semble que Kevin faisait appel de cette décision encore cette année. Des années plus tard, après 2021, lorsqu'apparemment la situation financière de Kevin Modicki s'est détériorée, il est maintenant accusé d'avoir tué Catherine Torbic. Les procureurs disent qu'on entend Modicki sur l'enregistrement audio accusant Catherine de le tromper, ce qu'elle nie et qu'elle lui crie d'arrêter de lui faire du mal. Mais il persiste. CBS affirme que Catherine a tenté de s'échapper, mais qu'elle aurait été ligotée avec du ruban adhésif toilé. À la fin de l'enregistrement, Modicki aurait déclaré qu'il allait mettre fin à ses jours, mais cela ne s'est pas produit. Il a été arrêté. Ce qui est encore plus glaçant dans tout cela, c'est que CBS affirme que Torbic a enregistré une déclaration filmée à la police, par crainte que Modicki ne la tue un jour. Elle a déposé une plainte pour crime contre lui le 12 mars, et elle semblait très préoccupée par cette situation. Le 12, elle a été hospitalisée après une agression présumée de Kevin Modicki. En même temps, il est rapporté que Modicki et Torbic vivaient ensemble au moment du meurtre. La police a déclaré ne pas en avoir eu connaissance. Modicki est détenu, accusé de meurtre au premier degré et de 3 chefs d'agression sexuelle aggravée. Il doit revenir devant le tribunal le 23 mai. Rejoignez-nous pour en discuter avec Wills Villar, commandant détective à la retraite de la police de Chicago. Donc, WBBM à Chicago était le média où j'ai vu qu'il y avait un mandat d'arrêt en attente contre Kevin Modicki, lié à un incident présumé de violence domestique en mars, impliquant la victime dans cette affaire, Catherine Torbic. Comment cela fonctionne-t-il généralement? S'il l'a agressé en mars, la police l'inculperait de coups et blessures aggravées pour violence domestique. Comment se fait-il qu'il soit encore en liberté et aussi proche de la victime, au point de pouvoir, soi-disant, lui ôter la vie? Je ne comprends pas ce qu'ils veulent dire par en attente. C'est la seule chose qui me vient à l'esprit. Euh, Attendait-il de l'interroger pour délivrer les mandats, puisqu'ils doivent se baser sur ces informations? Mais en cas de violence domestique, l'arrestation peut se faire sans mandat. On peut procéder à une arrestation sans que les plaignants ou la victime demandent à porter plainte si on voit des preuves de violence. Veulent-ils dire que le mandat avait été délivré, mais non exécuté car ils ne pouvaient pas le trouver? Je ne comprends pas vraiment ce qu'ils veulent dire, mais la situation est vraiment terrible. « Mandat en attente d'exécution », je ne sais pas ce que cela signifie.
Mais bon sang, quelle affaire terrible. C'est vrai, vous savez, et nous allons parler de l'enregistrement audio dans un instant et de l'horreur qu'on y entend, selon la police. Face à ces situations de violence domestique, c'est extrêmement difficile. Ce couple était ensemble depuis environ 10 ans apparemment. Et j'imagine que si vous êtes policier, même dans ce cas précis, il n'est pas clair comment ils se sont retrouvés ce soir-là, ni qui est allé où. Je sais qu'on rapporte qu'ils vivaient encore ensemble dans une certaine mesure. Quels sont les défis auxquels vous faites face dans une affaire comme celle-ci où, vous savez, il y a clairement un historique de violence physique? Que peuvent faire les policiers pour s'assurer que deux personnes restent éloignées l'une de l'autre ou qu'ils puissent rester loin d'elles? C'est très difficile. Si une des parties ou les deux ne le font pas, si l'autre partie, si la partie lésée continue de contacter la personne qui lui a fait du mal, il est très difficile pour la police de faire quoi que ce soit à ce sujet. Ce que je me demande, c'est s'il existe une ordonnance de protection. Est-ce qu'elle demande une ordonnance de protection? Nous pouvons faire respecter une ordonnance de protection s'il s'approche à moins de la distance prévue, mais elle doit la demander officiellement. Le schéma de cette violence domestique qui finit de façon si violente, ça progresse. Ça commence par une gifle, puis ça en arrive là, et maintenant ça se termine par un meurtre. Ce qui est difficile, c'est que, et je ne sais pas pour quelle raison, les gens restent dans des relations, que ce soit financier ou émotionnel. Je ne connais pas les raisons, mais le plus grand obstacle que nous voyons en tant que policiers de première ligne, c'est que même s'il y a une ordonnance de protection, parfois ils ne restent pas éloignés l'un de l'autre pour une raison ou une autre. Et ça finit par devenir quelque chose comme ça. Oui, et malheureusement, nous avons vu tellement de cas de violence domestique où je ne dirais pas que c'est linéaire. Vous savez, il y a des gens, il y a des hauts et des bas, et ça peut être vraiment difficile pour la police d'essayer de faire tout ce qu'elle peut, vous savez, dans ces situations. En abordant cet enregistrement audio, qui est vraiment horrible, et vous, en tant que personne qui a enquêté sur de nombreux homicides dans la région de Chicago au cours de votre carrière, vous savez, j'ai vraiment été choqué rien qu'en lisant les détails de cette histoire. Je veux dire à quel point c'est courant, enfin, ce n'est sans doute pas la meilleure façon de le dire, mais quelle a été votre réaction en apprenant les 7 heures qu'elle aurait subies aux mains de cet homme? Tout ce à quoi je peux penser, c'est à la terreur, à la peur et à tout ce que cette jeune fille a pu endurer pendant 7 heures. Et est-ce qu'il enregistrait ça intentionnellement? Je veux dire, c'est juste malsain. Et moi, j'ai mal au cœur pour cette fille qui a dû endurer tout ça, peu importe la situation. Comme je l'ai déjà dit, même si elle s'est retournée vers son agresseur, peu importe cette situation, les dernières heures de sa vie ont été horribles. Et le fait que ce soit enregistré, j'ai déjà eu des affaires où il y avait un enregistrement accidentel, où un téléphone était allumé, où quelque chose était resté en marche, et on capturait la scène par accident. Si c'était intentionnel, je ne sais même pas quoi dire de ce type. Ouais, et je pense que d'un point de vue d'enquête, tu sais, la police était là à 21h20 le soir du 30 avril, hein. Quelqu'un n'avait pas eu de nouvelles de Catherine Torbeck. Alors ils ont demandé une vérification à domicile pour s'assurer qu'elle allait bien. Ils entrent et trouvent son corps. Et puis ils trouvent aussi Kevin Modecki, disent-ils, dans le garage. Comment tu procèdes? Tu as ces deux personnes, clairement à ce moment-là, tu as probablement compris qu'il allait être accusé de lui avoir ôté la vie. Alors, qu'est-ce que tu fais ensuite pour essayer de reconstituer tout ça? Je veux dire, bien sûr, maintenant tu as, aussi horrible que ce soit, cet enregistrement audio qui peut être une preuve très très solide pour clore cette affaire. Ouais, je veux dire, c'est comme n'importe quelle autre enquête pour homicide. Il faut traiter la scène, examiner la scène de manière approfondie. Et je suis sûr que c'est là qu'ils sont tombés sur cet enregistrement audio. Traiter la scène, tu sais, emmener la personne en prison, la traiter conformément à la procédure, et ensuite tu continues simplement à gérer l'affaire. Et tu sais, comme dans chaque autre affaire, cet enregistrement audio n'est qu'une pièce à conviction de plus. Il y a d'autres preuves là-dedans. Tu vas prélever des échantillons sur lui, tu vas faire des prélèvements sous ses ongles, tu vas faire tout ce que tu ferais dans une affaire de maltraitance ou de viol et de meurtre, et c'est ce que ça va devenir. L'enregistrement est accablant. C'est un enregistrement audio, pas vidéo. Ce serait encore plus accablant. Mais ce n'est aussi qu'un élément de l'enquête. Il doit être traité correctement. Il doit passer par la police scientifique, puis il faut constituer votre dossier comme pour tout autre homicide. Quels sont les défis? C'est horrible et il est clair de l'extérieur ce qui se serait passé, mais devant un tribunal, les choses peuvent être très différentes selon la stratégie des avocats de la défense. Quels défis rencontrerez-vous à ce stade?
Par exemple, vous avez cet enregistrement audio. Quelles sont les limites à cela lorsqu'il s'agit de présenter cette affaire pour obtenir une condamnation? Eh bien, il faut que quelqu'un dise à qui appartiennent ces voix. Vous savez, il va falloir que quelqu'un dise c'est ma fille, c'est ma sœur, et c'est ce type-là. Quelqu'un devra se présenter et dire qui c'est. Voilà. Cela peut sembler idiot, mais c'est une stratégie de défense. Ils disent qu'on ne peut pas prouver que c'est mon client. Or, si nous le pouvons grâce à ceci. Hum, Comme dit, c'est une partie de l'affaire. Ils parleront de l'état mental. Ils vont parler du fait que, je sais que j'ai lu dans l'article qu'il disait qu'il avait les facultés affaiblies, qu'il était ivre ou sous l'effet d'une substance. Ils vont utiliser ça. Ils diront qu'il n'était pas dans le bon état d'esprit, utilisant diverses stratégies de défense. Bonne chance avec ça. Parce que quand, en tant que procureur, tu peux montrer ce schéma d'abus sur plusieurs années, je pense qu'il va avoir un gros problème. Eh bien, même s'il tentait un argument du style il avait les facultés affaiblies, je ne sais pas quel serait l'argument de santé mentale ici, mais vu comment les affaires se passent dans l'Illinois, où tu n'auras pas la peine de mort, comment est-ce que tout ça pourrait atténuer quoi que ce soit qui pourrait être entendu sur cet enregistrement audio? Tu sais, et tu as raison. La peine de mort devrait exister dans certains cas comme celui-ci, même si beaucoup y sont opposés. On ne veut pas exécuter quelqu'un qui pourrait être innocent. Mais si ce n'est pas un cas pour la peine de mort, je ne sais pas ce qui en est un. Euh, En tant que procureur, j'aimerais poursuivre cette affaire. Les preuves semblent accablantes. Cela n'aide pas cette fille, cela n'aide pas sa famille. Je veux dire, je pense qu'ils s'en sortiront. Et encore, qu'est-ce qui dissuaderait ce type? Une centaine de personnes. La prison à vie. Je veux dire, c'est ça le truc, c'est que tu as cette personne, et puis on a un peu creusé dans son passé, tu sais, il avait au moins accès à beaucoup d'argent apparemment, à un moment de sa vie. Ces 5 dernières années, c'est très différent de la personne qu'on voit sur cette photo d'identité judiciaire. Dans quelle mesure, en enquêtant sur cette affaire, l'histoire de la relation entre ces 2 personnes compte-t-elle par rapport à, tu sais, la vérité elle-même? Au final, tu as tout ce qui s'est passé pendant les 7 heures qu'on entend sur cet enregistrement audio du 30 avril. Quand tu parles de notre point de vue, celui de la police ou des enquêteurs, cela n'a aucune importance. Ça n'a aucune importance. Peu importe la relation qu'ils avaient, tu sais, ça aurait pu être la meilleure relation du monde pendant ces 7 dernières heures où cette fille a souffert. C'est là-dessus que je me concentre. Je me concentre sur le fait de présenter le dossier le plus solide possible. Et quand tu parles du ministère public qui doit non seulement présenter son dossier, mais aussi penser à ce que la défense va faire, ça fait une différence. Ça pourrait servir d'argument. Je veux dire, dans ce cas, pourtant, je ne vois pas quel genre d'argument il pourrait éventuellement avancer, quelles que soient les circonstances autour de la relation. À quelle fréquence, disons, dans votre carrière, diriez-vous, et là je parle plus généralement de ces cas de violence conjugale? Je pense que souvent, il y a déjà eu des interactions avec les forces de l'ordre pour diverses raisons avec un agresseur. Il y a aussi de nombreuses critiques envers les forces de l'ordre dans certains cas. Je pense à un type d'affaire très différent, comme celle de Gabi Petito. Tout le monde regarde la vidéo de la caméra piéton, et bien sûr, on a le bénéfice du recul. Puis vient cette critique majeure de la police. À quelle fréquence, en tant qu'officier, vous retrouvez-vous dans des situations d'intervention pour violence conjugale où vous tentez de savoir s'il y a autre chose, mais ensuite vous repartez alors que, dans certains de ces cas, vous ne pouvez vraiment rien faire sur le moment? Et puis, vous savez, hein, j'imagine, à quelle fréquence avez-vous la crainte que quelque chose puisse arriver? Et c'est comme, oui, il y a eu, vous savez, nous nous sommes rendus au domicile, mais à ce moment-là, on ne pouvait pas savoir ce qui allait se passer. Eh bien, la loi est assez claire à ce sujet maintenant. Si vous voyez qu'il y a des preuves de maltraitance, vous emmenez l'agresseur, que la victime le veuille ou non. Je veux dire, c'est très clair que, et encore une fois, j'ai été dans des situations il y a longtemps, quand j'étais agent de patrouille, où on essayait de séparer les gens et on disait, oh, laissez-moi vous emmener chez votre frère, chez votre mère ou quelque chose comme ça. On ne fait plus ça. On ne fait plus ça. Maintenant, si vous voyez des violences, vous devez procéder à une arrestation. Cela pourrait seulement retarder la situation, mais il faut agir. Je ne vois pas d'autre solution. Il faut mieux protéger les victimes de violences domestiques. Mais en tant que policier, tout ce que vous pouvez faire, c'est arrêter la personne, ce que vous devez faire. Absolument. Et dans ce cas, et c'est ce qui rend, vous savez, et on verra quelles informations supplémentaires ça la police communiquera concernant l'interaction précédente. Mais c'est comme si vous aviez Catherine Torbic qui,
Le 12 mars, serait allé à l'hôpital parce que Kevin Modicki l'aurait agressé. Ensuite, il y aurait apparemment un enregistrement d'elle qu'elle a fait, et CBS News à Chicago dit qu'elle l'a enregistré pour la police, où elle disait qu'elle craignait qu'il finisse par la tuer un jour. Et puis, il y a cet incident. Avec les infos dont on dispose, qu'est-ce qui te marque le plus? Quelles questions te restent sur le contexte? Beaucoup cherchent juste à comprendre comment on en est arrivé là. Eh bien, je veux dire, encore une fois, la question que j'ai évoquée plus tôt, c'est où est l'ordonnance de protection? Y a-t-il une ordonnance de protection? Parce que ça donne au moins aux forces de l'ordre un certain outil pour intervenir dans cette situation. Évidemment, elle ne peut pas passer d'appel téléphonique si elle est ligotée pendant 7 heures. Y a-t-il une ordonnance de protection enregistrée? Quand on nous envoie à des domiciles, nous demandons s'il y a des antécédents de violence domestique. Oui, c'est le quatrième ou cinquième appel de cette maison. Donc, même si vous êtes nouveau sur le secteur, vous avez cette information en arrivant, mais il faut qu'elle vous parvienne. J'aurais voulu savoir s'il existait une ordonnance de protection, car c'est un outil pour les forces de l'ordre. Même avec ça, je veux dire, et malheureusement, nous avons vu beaucoup d'autres cas où il peut y avoir une ordonnance de protection. Et pourtant, des violences surviennent quand même. Quel type d'impact cela peut-il avoir pour empêcher, vous savez, au final, pour empêcher que certains de ces cas se produisent? Ou même si la loi dit, vous savez, s'il avait même été arrêté pour violence domestique, il aurait peut-être pu être libéré sous caution. Qu'est-ce qui l'aurait empêché de le faire à ce moment-là, s'il le voulait vraiment, selon les accusations? Et c'est bien ça mon point. Rien. C'est bien ça mon point. Il doit y avoir d'autres mesures en place pour aider à protéger les victimes de violences domestiques. Je veux dire, peut-être, je ne sais pas si c'est plus de refuges pour qu'elles puissent se sortir de la situation, tu vois, plus d'endroits où elles peuvent emmener leur famille. C'est juste, c'est une chose horrible parce que, tu sais, ben, je parle de l'ordonnance de protection, ce qui est assez bien à avoir parce que au moins, tu as un document qui permet d'agir, mais ça reste un papier. Et au final, si l'agresseur veut atteindre cette personne et que cette personne est accessible, tu ne peux pas l'empêcher. Oui, et c'est vraiment une affaire horrible, horrible. C'est vraiment difficile de passer en revue les détails de ce qui serait sur cet enregistrement audio. Et il faut même penser aux détectives, aux enquêteurs, qui doivent écouter chaque seconde de ça et noter ce qui se passait. Tu sais, c'est le genre de choses, j'en suis sûr, qui reste à vie. On n'oublie pas ça, même le lire est difficile. Commandant détective à la retraite du département de police de Chicago, Wilson Villar, c'est un plaisir de vous avoir sur Long Crime. Merci d'être là. Merci, Chris. Avant de partir, je veux afficher ceci à l'écran parce que dans des histoires comme celle-ci, il est très important de parler de ce que vous voyez ici. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez pourriez être victime de violences domestiques, vous pouvez appeler la ligne nationale d'assistance contre la violence domestique au 1-800-799 SAFE ou envoyer le mot START par SMS au 88788. Vous pouvez rester anonyme. Elle est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est tout pour On the Case, présenté par Law and Crime. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Spotify. Nous sommes également diffusés sur Peacock. Je suis Chris Stewart. À la prochaine.